Merci de m'avoir invité. J'espère pouvoir apporter des contributions, de la matière à penser. Là d'où je parle, qui sont les sciences de l'information et de la communication. Et plus spécifiquement, j'aimerais vous parler de deux choses, de sous-domaines dans les SIC, comme on appelle, l'éducation aux médias, qui est devenue une pratique d'enseignement très courante ces dernières années. Et puis, depuis l'angle de la sémiologie aussi, j'aimerais vous parler des défis et des atouts, des objets, des outils qu'on a pour transmettre la sémiologie, donc dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. Donc, je vais vous parler du journal de bord et d'autres supports, des outils d'enseignement que j'utilise dans cet enseignement sémiologique. Alors, je vais droit au but. Là, ces différents supports, objets dont je vais vous parler, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle la pédagogie par les fairs. Et c'est aussi quelque chose qui caractérise l'éducation aux médias. Dans le sens où l'éducation aux médias, telle qu'elle est menée dans les lycées, les collèges, elle passe par cette idée de faire faire, de faire les étudiants, les élèves, réaliser un reportage, écrire, concevoir un journal, un programme radio, télé, etc. Bien évidemment, tout ça dans l'esprit de construire un esprit critique, en sens de l'engagement, de la citoyenneté, mais en engagement politique, et surtout la former à ces regards critiques qui passent par un apprentissage des rouages du système médiatique, de la manière dont le champ médiatique est construit, des tensions, des contraintes et des marges de manœuvre qu'on a. Donc, ça passe d'abord par l'analyse de ces objets de journalistiques ou autres, culturels, médiatiques au sens large, histoire d'apprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on produit l'information, quelles sont les contraintes, les enjeux, et à partir de là, les faire faire. Donc, produire un journal, la une émission radio, etc., etc., et cette construction de l'esprit critique passe donc par une capacité, donc une compétence à analyser lorsqu'on consomme, j'aime pas trop ces mots, consommer, mais lorsqu'on utilise, qu'on reçoit un message quelconque médiatique, ça passe par des interrogations qu'on va se poser à l'égard de la construction de cette information, de ces récits. Donc ça passe par une interrogation qui va nous amener à déconstruire ces récits, déconstruire les représentations médiatiques dominantes, que ce soit sur la forme de l'analyse du discours, de l'image. Mais voilà, on attend quand même que les élèves, dans le cas de l'éducation aux médias, qu'ils puissent, lorsqu'ils sont en face d'un objet médiatique, qu'ils puissent d'abord se poser des questions, avant vraiment d'interpréter les messages et de faire quelque chose d'autre de ces messages-là. Donc j'utilise notamment deux auteurs pour développer tout ça. Donc Bell Hooks, qui dans ses livres Teaching Critical Thinking va vraiment dans cette idée, il apporte beaucoup d'éléments méthodologiques dans cette idée d'une pédagogie par les fairs. Et puis la fameuse critique aussi, théorie critique de Paulo Freire, la pédagogie de l'opprimé, donc cette histoire de mettre l'élève au même niveau que l'enseignant et de les faire faire ce que l'enseignant fait aussi, c'est-à-dire analyser, déconstruire, interroger. L'éducation aux médias passe toujours par là, dans cette idée on part du présupposé que tout élève ou tout étudiant à la fac est un consommateur de médias et que cet enseignement et cet apprentissage devaient avoir lieu dans les lycées, dans les collèges, pour tout le monde. Ça aurait pu faire partie d'une citoyenneté basique, au-delà des étudiants qui vont entrer dans la fac et dans une formation en sciences de l'information et de la communication. Donc, je commence d'abord par quelques outils qu'on a utilisés donc, du coup, dans les contextes des lycées, collèges. Donc ici, c'est un programme qu'on a mené dans un collège de la banlieue parisienne lors des élections de 2017. Donc ce programme s'appelait Nous Présidents. C'était un programme qui était mené par une association dans laquelle les formateurs en médias intervenaient.
Et nous avons, avec ces prototypes-là, cet outil, ces dispositifs, il a été conçu avec les étudiants, avec les élèves. C'était dans les cadres dans le lycée, dans le collège. Donc nous avons réfléchi ensemble. Il s'agissait, nous étions en plein contexte électoral, donc la campagne de 2017, et ensemble on s'est dit bon, déjà les élèves ils se montraient pas très intéressés par les débats, les contextes. Donc on a essayé de créer ensemble des dispositifs qui les permettaient déjà de mieux suivre les débats et puis de se positionner, de prendre part et pourquoi pas de proposer eux-mêmes en programme politique. Donc c'est pour ça qu'on a nommé ça projet Nous Présidents. Et avec eux, donc, on a construit ces dispositifs qui étaient faits en bois et dans lesquels les élèves ils partaient d'une lecture des programmes politiques de chacun des candidats et on éligeait quelques thèmes clés. Par exemple, l'éducation, l'environnement, la santé, l'emploi, la sécurité. Et il comparait les différents programmes et il collait dans chaque ligne dédiée à chaque thème de chaque candidat, il collait l'information qu'il considérait la plus importante. Donc, par exemple, la retraite à 67 ans après 45 ans d'activité. Vous voyez comment on était déjà dans ces débats-là quelques années avant. Ce sont eux qui ont proposé ces différentes... Ce sont eux qui ont extrait de contenu de ces programmes qui les paraissaient le plus important. Et donc là, sur les thèmes de la retraite, par exemple, on faisait une comparaison entre les différents candidats. Ce que propose chaque candidat pour les thèmes de la retraite, l'éducation, la santé, etc., etc. Donc on construisait tout ça. Ensuite, on faisait en sorte que les élèves et les enseignants aussi participent. Donc il y a eu un moment donné, avant le premier et le second tour, où on faisait le vote. Donc on a fait une urne et les élèves et les étudiants, ils étaient censés déposer leur vote en fonction des informations qu'ils lisaient. Donc ils évaluaient les candidats à partir de ces données et on devait voter. Je peux vous dire que dans ces contextes-là d'une banlieue parisienne, ils ont élu Benoît Hamon au premier ou au second tour. C'était ça que ça a donné à chaque fois. Et puis, à la fin du second tour, nous sommes passés à une autre... et là, je n'ai pas les dessins, mais nous sommes passés à un autre projet dans lequel eux-mêmes, ils prenaient les rôles, ils assumaient les rôles des candidats et ils proposaient leur programme. Et là, ils ont travaillé en équipe, ils ont proposé des programmes communs, on en a encore discuté avec les élèves. Et voilà comme quoi, finalement, ces dispositifs et cette manière d'intégrer, puisque ces dispositifs, il est resté pendant 2 mois dans la cour du lycée, et ça permettait d'intégrer différents élèves, différents enseignants, et et on essayait quand même à les faire se sentir plus concernés par un débat qui, parfois, il disait assez souvent « ça nous dépasse, ça ne nous intéresse pas, nous sommes de toute façon dépossédés de la politique, etc. » Donc, c'était une manière de faire entrer les élections dans ces lycées et ça a quand même bien marché au-delà de la seule classe avec laquelle on a travaillé parce que ça a permis de créer une dynamique au sein du lycée. Donc, maintenant, je monte un peu dans les formations. On sort du lycée, des collèges, et ici, j'aimerais vous parler d'une expérience d'enseignement universitaire. Donc ici, on serait dans le cadre d'une L2 ou L3, donc dans l'enseignement en sémiologie, une introduction plutôt à la sémiologie, à la théorie des signes. C'est mon spécialité et ça m'a toujours... fait beaucoup réfléchir parce que enseigner la théorie des signes, même à des étudiants en seconde ou troisième année de licence, ce n'est pas toujours évident. Donc j'ai beaucoup réfléchi aux méthodes, aux manières de faire, et la première chose la première idée que j'ai eue, qui a finalement bien marché, c'était de partir de ces petits livres d'Umberto Eco qui s'appellent Les signes, et dans lesquels il va raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Sigma.
Et donc, il va raconter l'histoire de ces messieurs. Je vais lire juste ce paragraphe et le dernier. Supposons que Monsieur Sigma, citoyen italien, en voyage à Paris, se mette à ressentir un mal de ventre. J'ai utilisé un terme très général parce que Monsieur Sigma n'éprouve encore aucune sensation confuse. À présent, il se concentre pour définir les malaises. Brûlure d'estomac, spasmes, coliques. Il tente de donner un nom à des stimuli imprécis, en les dénommant et les culturalise. C'est-à-dire qu'il range ce qui jusque-là n'était qu'un ensemble de phénomènes naturels sous des rubriques précises et codifiées. Il cherche par là à coller sur son expérience personnelle une étiquette qui la rend alors comparable d'autres expériences auxquelles les livres de médecine ou les articles de journaux ont déjà donné un nom. Donc, il suit Umberto Eco, il va raconter l'histoire de ces messieurs, donc un Italien à Paris qui a tout simplement un mal de ventre, qui doit aller au médecin. Et c'est toute une aventure du début à la fin, ça les prend 10-15 pages. En gros, voilà, tout en chacun serait d'accord pour dire que le mot insigne identifié par Sigma est un signe. Mais notre problème est plus complexe encore. Monsieur Sigma décide de demander un rendez-vous à un médecin. Il consulte les bottins téléphoniques de la région parisienne. Des signes graphiques précis lui indiquent qui est médecin et comment attendre la personne choisie. Il sort et cherche des yeux un type d'un signe qu'il connaît bien. Il entre dans un bar. Bon, bref. Il doit trouver les téléphones, trouver les numéros du médecin, arriver chez les médecins, bien exprimer les douleurs qu'il ressent. En arrivant jusqu'au médecin, il a toute une aventure sur les transports, les opérations. Il faut dire que ce monsieur italien, il ne parlait pas bien français. Donc, bien évidemment, toutes les difficultés apparaissent dues à ça, en raison de ça. Et donc, il dit, voilà, en somme, pour enfin approcher les médecins, Sigma doit avoir connaissance d'une foule de règles qui font correspondre une forme donnée à une fonction donnée, ou des signes graphiques donnés à des entités données. Et donc, petit à petit, avec cette histoire des sigmas, on commence à entrer dans la sémiologie qui n'est rien d'autre que trouver des formes à des fonctions. Ou alors, à l'inverse, trouver un signe, un signifiant, et en donner un signifié, c'est-à-dire on comprend la signification. Et ces opérations qui sont bien évidemment banales, naturelles dans les quotidiens, on fait toute cette aventure des sigmas, toutes ces actions, on les fait sans même y penser. Lorsqu'on est étranger, qu'on ne parle pas la langue, cette histoire de l'interprétation des signes devient beaucoup plus évidente. Donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, il dit, voilà, Sigma, donc, dans tout cas, tous, en tout cas, sont fondamentaux au regard de l'interaction sociale, au point qu'on se demande si ce sont les signes qui permettent à Sigma de vivre en société ou si la société dans laquelle Sigma vit et se pose comme être humain n'est rien d'autre qu'un vaste et complexe système des signes. Donc, il y a cette idée d'une invasion des signes. Et ces textes, je les trouve assez illustratifs parce que quand on commence à enseigner la sémiotique, ce sont justement ces questions que posent les étudiants. Soit ils disent j'ai pas très bien compris, ce sont des opérations naturelles, automatiques, pourquoi faire de ça des signes, des signifiants, des signifiés, signes naturels, signes arbitraires, etc., etc. Donc soit ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas vraiment à atteindre ces niveaux d'abstraction théorique, soit tout l'inverse, ils se disent les signes sont partout. Si les signes sont partout, pourquoi bon les étudier? Donc dans un cas ou dans l'autre, c'est jamais évident de transmettre cette théorie sémiotique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les demande de lire cette petite histoire des sigmas et de faire un journal de bord. Et voilà, donc j'arrive au dispositif, le journal de bord. Donc je les fais faire pendant une journée, voire une semaine, de noter à chaque fois qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont devant un signe linguistique, imagé, naturel, arbitraire, etc. Et de dire, et de noter, de dire voilà, je dois appeler mon médecin, j'ai affaire à des chiffres, je dois interpréter, je dois chercher son numéro, je dois appeler. L'inverse, je dois exprimer mon mal de ventre, qui d'ailleurs est un symptôme en soi, symptôme de quoi les médecins ils vont chercher. Et petit à petit, je les fais faire cet exercice, faire cet exercice et noter.
pendant une journée, pendant une semaine. Et ensemble, on regarde ce qu'ils ont fait et justement, on essaye d'éviter ces deux dangers qui seraient de voir des signes partout. Donc, il faut bien être capable de les catégoriser et de distinguer ce qui relève de signes arbitraires, naturels, des signes plus ou moins familiers. Donc, on commence à catégoriser et ils sont capables ensuite de réduire, de faire une analyse un peu plus synthétique et bien plus formalisée en fonction des éléments théoriques qu'on aura vus en cours. Donc, ça permet d'organiser tout ça, toute cette vie des signes. Et encore une fois, c'est une pratique par les faire parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des signes dans les quotidiens et que ces signes-là peuvent être catégorisés, interprétés et lus d'un point de vue théorique abstrait qui va permettre de déranger et d'en faire toute une théorie. Donc ça, c'est d'abord le journal des bords. Ensuite, puisque j'ai 5 minutes, mais c'est la dernière partie, pour aller encore un peu plus loin sur les supports et les outils d'enseignement dans le cadre de cet enseignement de la sémiotique, un autre support que j'utilise assez souvent, c'est les jeux de musique. Donc en fait, et les jeux de musique et les unes, donc à la une, ce sont deux supports que j'utilise avec eux pour enseigner justement la question du signifiant-signifié. Encore une fois, c'est très abstrait, ils ne captent pas très vite au départ. Et avec les musiques, je vais commencer par l'image et ensuite je viens à la musique pour la question du temps. Donc avec les images, c'est toujours un peu plus rapide. On se dit, voilà, nous sommes ici devant cette 4-1 de la revue Les Mondes, du journal Les Mondes. Ce sont 4-1 qui ont été publiées au moment des attentats à Paris de 2015. Et donc, à partir d'une une comme celle-là, où il n'y a pas d'image, on commence à interpréter. Là, nous voyons rien à part du logo du Monde, juste la couleur noire. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, les signifiants, c'est bien évidemment le noir, la page non pas blanche, mais noire. Et qu'est-ce que signifie? C'est noir. Donc, signifiant, c'est le support. Signifié, c'est les idées auxquelles ils arrivent par leur connaissance, leur bagage culturel, etc., etc. Et je fais ça assez souvent avec les images. Donc voilà, ils interprètent tout ça. Donc ici, dans cette construction en 4 temps, nous avons déjà un récit de la chronologie des faits autour de l'attentat. Donc d'abord les deuils, ensuite la réaction, l'hommage, la manifestation. Ensuite, il y a un soulèvement sous tension, une résurrection sous tension. Les temps vont être difficiles. Et finalement, il faut vivre avec, voire faire avec. Et cette dernière couverture, je pourrais les montrer après, elle est encore plus intéressante. Elle a ici 3 pages. Donc, ils disent vivre avec, vivre ensemble. Donc, c'est décliné dans les 3 couleurs du drapeau français en plus. Donc, voilà, ce sont 2 objets qui rendent la théorie des signes, ici pour le coup signifiant, signifié, très tangible, concret. Et à partir de là, ils arrivent quand même à visualiser et à sortir un peu de l'abstraction de la théorie des signes. Et le jeu de musique, c'est pareil. En fait, je les mets quelques chansons. Et le but n'est pas seulement de reconnaître la chanson, l'auteur, etc., mais de voir comment un certain rythme, une certaine cadence, intonation, mélodie, etc., l'effet signifier quelque chose les permet d'avoir des images mentales, des imaginaires, des sentiments. Et donc, encore une fois, c'est ces jeux sur le signifiant et le signifié. Et avec la musique aussi, c'est très clair. Je vous lance juste... J'ai plus de temps? Oui? Ok. Alors, juste 2 musiques qui sont très évidentes, très différentes en termes de signification. Donc voilà, au-delà, est-ce que vous arrivez à reconnaître l'auteur, enfin le chanteur? Sinatra, oui, voilà. Donc au-delà des informations
qui relèvent de la connaissance, des bagages culturels qu'on peut avoir. Là, ce qui nous intéresse, c'est justement de voir comment cette chanson les affecte en termes d'émotions, désirs, de sensibilité. Et donc là, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? On se sent plutôt joyeux, voilà, on a envie de danser, faire la fête, on sourit, etc. Et donc là, c'est les signifier, voilà, tout simplement. Et là, ils captent. Et là, je vois dans les regards, ah oui, c'est juste ça. Et oui, c'est juste ça. Sauf qu'il faut rendre les choses concrètes. Et dernière chanson, donc très différente. Oh, j'arrive plus. Ah, voilà. You bring such joy and happiness. You bring. Bon, voilà. Est-ce que par hasard vous connaissez le chanteur? Exactement. Et plus important que ça, qu'est-ce que ça nous provoque? Nostalgie, exactement. C'est les premiers mots auxquels je pense aussi, nostalgie, mélancolie. Et voilà deux exemples très contrastants de ces qui sont les signifiants, les signifiés. Et voilà, donc je m'arrête là, c'est vraiment la fin. C'est histoire de trouver des supports, des objets qui les permettent de comprendre par la pratique, par les faits, par les sens, l'esthétique et la sensibilité, ce qui sont les signes, quelque chose de très abstrait dans notre vie quotidienne et pourtant omniprésent. Voilà, merci beaucoup pour l'attention et pour les questions. Merci. Merci beaucoup.